Ok, eh ben, on va commencer le podcast de l'Open Day de CrossFit Nivelles. Donc vous êtes déjà là une dizaine à nous suivre, c'est cool. Ce sera une discussion sur le CrossFit, la programmation, la santé, voir comment on peut implémenter ça dans différentes programmations, comment on peut implémenter ça dans les salles, etc. Et c'est une discussion libre avec 5 intervenants ici. Et à la fin, on aura une petite présentation aussi du Belgian Throwdown par son organisateur et des nouveautés pour le Belgian Throwdown. Et on va commencer avec un premier tour de présentation où chacun va se présenter en 2 minutes. Je pense que la plupart vous savez qui ils sont, mais comme ça ils peuvent se présenter un peu. Donc moi c'est Arnaud Castiou, je suis le gérant et le honneur ici à CrossFit Nivelles. Ça fait maintenant 8 ans que je fais du CrossFit. Et voilà, ici donc mon job à temps plein c'est la gestion de la salle. Et voilà, CrossFit Nivelles a maintenant 5 ans. Donc c'est notre Open Day aujourd'hui. Et voilà. Moi c'est Richard Van Merbeek, CrossFit depuis bientôt 12 ans. Et donc avec tout ce qui s'ensuit, que ce soit compétition ou salle de CrossFit. On a CrossFit Power Factory depuis 2012, ouvert plusieurs salles depuis, et donc mon activité principale, c'est donc coacher, gérer les coachs et ma programmation, One-Hobbyist Programming. Voilà. Okay. Moi c'est Depasse Victor, ça fait maintenant 2 ans et demi que je fais du CrossFit. Je m'entraîne ici à CrossFit Nivelles depuis 2 ans. Je suis ostéopathe, acupuncteur, c'est surtout ça qui est mon temps plein. Et après sur le côté, j'ai lancé un petit projet sympa avec François Dewey, qui est cofondateur avec moi de Human Mechanics, qui se fait des séminaires un peu partout en Belgique autour du CrossFit et de l'aspect santé qui tourne autour. Donc moi c'est Mathieu Montes, moi je pratique le CrossFit depuis 2011, donc là je suis coach, ex-gérant de boxe. Je suis aussi l'auteur d'une programmation en ligne, donc Scope Athlète. Je participe régulièrement à des compétitions et je suis aussi intervenant donc, dans le projet de Victor, donc Human Mechanics. Bonjour, je m'appelle Facundo, je fais CrossFit depuis 8 ans déjà. Je suis CrossFit Seminar Staff pour le séminaire de CrossFit Aerobic Capacity. Je suis coach à Power Monkey et j'ai fait aussi des programmations pour les athlètes et compétitions. Cool, merci. Eh bien, donc j'ai envie qu'on rentre directement dans le sujet parce qu'on a prévu pas mal de choses dont on voudrait discuter là. Et le sujet que j'avais envie d'amener, c'était celui de la programmation. Vraiment, j'ai la chance d'avoir 3 personnes qui programment ici et d'autres gens qui s'y connaissent bien, qui implémentent ça dans les salles, qui réfléchissent aussi à la mécanique, etc. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de programmation, de workshops, dont certains que vous organisez vous-même. Qui tourne autour de l'idée de s'entraîner mieux, de s'entraîner plus intelligemment, pas nécessairement de s'entraîner plus, mais de s'entraîner vraiment mieux. Et donc, j'avais envie de savoir un peu, qu'est-ce qui pour vous composait un entraînement intelligent, en quoi ça consistait de s'entraîner intelligemment, quels étaient les éléments centraux, et comment vous implémentez ça dans votre propre programmation. Donc, on peut commencer avec un des 3 qui programme... Déjà, je sais qu'on est tous ici donc très concernés par le CrossFit et le CrossFit a des principes fondateurs qui sont très très simples et très clairement bien établis et qui sont tout simplement c'est de mettre de mettre le point sur la technique, ensuite de travailler ça avec consistance et ensuite simplement de mettre de l'intensité. C'est la première chose à valoriser dans tous les entraînements, que ce soit en programmation ou en coaching. Donc moi je commencerai simplement par ça. Ok, très bien. Facundo, Richard ? Non, enfin, je crois qu'il a tout à fait raison, parce que ce qu'on constate énormément, enfin, surtout quand on a la perspective de gérer une salle, etc., c'est que les gens commencent le CrossFit, ils vont voir une compétition, et après ça, c'est la course aux armements. Donc on veut directement arriver à snatcher, on veut snatcher 100 kg, 110 kg tout de suite, on veut faire des muscle-up, sans avoir les bases solides. Et donc c'est clair que ce principe de technique est très très important, en ce qui me concerne aussi. Et donc ça veut dire aussi que j'essaie surtout d'aller à l'essentiel, sans vouloir faire de trucs trop acrobatiques et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est pour ça que un programme qui a l'air, qui va attirer l'œil parce qu'on fait des trucs bizarres, là on fait des trucs qui tapent à l'œil, n'est pas spécialement un programme intéressant. Okay, souvent il se peut que ça a l'air un petit peu embêtant au début ou boring. Donc, mais c'est souvent le travail qui est un peu fastidieux et embêtant au début qui fait que nos bases vont tenir même quand on est très fatigué dans l'effort. Donc c'est clair que je suis à 100% d'accord avec ça. Et je sais pas, je peux laisser la parole à quelqu'un d'autre. Peut-être Facundo, ouais. Je suis aussi d'accord avec eux. Moi, je travaille plutôt avec les athlètes qui font la compétition. Alors, je n'ai pas des athlètes qui les font de façon récréationnelle, mais c'est clair que, comme Mathieu et Richard disent, avant tout, la conscience du mouvement, l'efficacité et puis mettre de l'intensité. C'est le début pour un athlète dans le monde CrossFit.
Si je peux juste rajouter quelque chose, c'est que souvent, donc, même à très haut niveau, quand il y a des problèmes ou des soucis d'entraînement, etc., c'est souvent, il faut revenir à des principes de base parfois pour les corriger. Donc des fois, les gens se disent, ouais, non, tel athlète, ouais, lui, il doit faire des trucs incroyables. Et puis des fois, les gens ont la chance, via les séminaires, ceux qui ont déjà pu, via Facundo, avec Rich Froning ou avec, je sais pas, avec Tia Claire Toumi, on voit qu'ils vont faire des mouvements, des choses basiques, mais c'est juste que la manière dont c'est exécuté, niveau technique, niveau intensité, est bien au-dessus de ce qu'on pense qui est possible, quoi. Donc c'est pour ça que, à tous les niveaux, je pense que c'est un fil conducteur, quoi. Ok. Et peut-être Victor, je te voyais acquiescer dans ce qu'il disait. Est-ce que du coup tu veux réagir du point de vue de l'ostéopathe Oui, moi je peux avoir mon point de vue tout à fait extérieur parce que évidemment je travaille pas sur l'aspect programmation, mais c'est clair qu'ils ont donné le mot qui était le mot-clé pour moi, qui sont avoir des bases solides. Et donc qui dit avoir des bases solides, c'est avoir là-dessus des fondations sur lesquelles on peut venir se construire. Moi mon approche elle est un peu aussi d'essayer de conscientiser les gens à tous les petits paramètres sur lesquels ils peuvent être attentifs pour sentir comment est leur santé au jour le jour. Et je pense que voilà, il y a une théorie et après il y a une application qui est propre à chaque individu et qui permet de comme ça venir moduler et de venir adapter en fonction des besoins de chacun. Chacun fonctionne d'une manière différente. On parle beaucoup de système nerveux à l'heure actuelle. Le système nerveux, c'est aussi subir des pressions, c'est subir des paramètres qui sont différents aujourd'hui de ceux qui étaient là et présents hier. Et c'est ça qui est important. Et donc, il n'y a pas une bonne programmation, il y a une approche qui convient à un individu à un instant T. Okay. Et donc ça, c'est clair qu'après, c'est la qualité des différentes programmations qui fait qu'on peut venir ajuster ces différents paramètres, je pense. Okay. Et peut-être Arnaud, oui, du coup, du point de vue d'une salle où là on doit entraîner un groupe de personnes. Du point de vue d'une salle, je pense que tout le monde va être d'accord, au coach, que ce qui est important aussi, c'est de ne pas dévaloriser la programmation de la salle, quoi. Et donc en fait, avoir ce genre de programmation qui du coup peut-être se dirige vers des athlètes un peu plus complets ou plus avancés, qui en plus respectent les bases que nous on met en avant tous les jours, ça va quelque part dans le même sens de ce que nous on fait. Du coup, ça valorise ce qu'on fait et du coup, ça permet aussi d'avoir un seul et même discours. Et donc, même si on a une programmation qui est peut-être plutôt axée pour des compétiteurs ou des gens qui vont voir plus loin, mais qui refont les mêmes mouvements que nous et qui repassent sur les mêmes bases, je pense que ça donne un message cohérent. Et donc, monsieur et tout le monde ne se sent pas délaissé ou ne se sent pas ailleurs par rapport aux gens qui sont de notre niveau, quoi. Donc, je pense que les programmations, au-delà de l'aspect technique, ont un bon effet, un side effect sur les gens qui gravitent autour et donc les athlètes, quoi. Tu voulais répondre, en fait, c'est pour donner l'exemple. Moi, par exemple, dans la programmation que je donne, je travaille beaucoup avec des box et je trouve qu'il y a énormément d'importance à impliquer les athlètes de très bon niveau, on va pas dire les forcer, mais à les inviter vraiment à participer au cours collectif. C'est l'idée du CrossFit, c'est pas la compétition, c'est plutôt d'avoir une capacité en le coach. Il faut avoir vraiment confiance en vos coachs, d'adapter intelligemment tous les entraînements. Et un athlète de très très bon niveau doit être capable de s'intégrer à un cours collectif avec, on va pas dire un parfait débutant, puisqu'il y a quand même nécessité d'avoir des bases, mais avec quelqu'un qui vient de manière moins régulière. Donc la gestion du coach est primordiale, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre en valeur ses propres coachs, il faut les inviter à se former, à se renseigner, parce que c'est le job, c'est eux qui le font. Les membres viennent là pour s'amuser, les athlètes viennent là pour s'entraîner, mais le coach, lui, c'est vraiment de fédérer tout le monde. Donc le plus important, c'est pas vraiment la programmation, parce qu'il y a des gens qui viennent une fois de temps en temps, la programmation, en fait, ils n'ont pas vraiment de notion de ça. Mais c'est plutôt un cours individuel. Le coach, il a vraiment beaucoup de boulot. Donc c'est vraiment personne à mettre en valeur, c'est le coach. D'accord. Ok. Et de votre point de vue, puisque non seulement vous avez beaucoup d'expérience, vous programmez, etc. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans la programmation des salles ? Vous côtoyez pas mal de salles, vous avez été dans plusieurs salles, etc. Donc vous voyez ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? S'il y a des coachs qui nous regardent là et qui programment pour leur propre salle, quels seraient les bons conseils pour eux ? Aussi du point de vue de l'ostéopathe, du kiné, etc. Premièrement, je pense qu'il faut... il y a une mode de vouloir mettre le plus possible en 1 heure, parce qu'on a toujours cette base de faire des cours d'1 heure dans les salles. Et donc de nouveau, je pense qu'il faut réussir à simplifier, avoir un objectif précis dans le WOD que vous allez faire chaque jour dans la salle. Par exemple, si votre objectif c'est de travailler, d'avoir un stimulus plus en force, on se concentre juste là-dessus, on n'a pas besoin de faire un metcon après, un finisher, un truc quoi au caisse. C'est plutôt ça que j'essaie de conseiller. Donc si on a un jour cardio, on se concentre à 100% là-dessus et on n'essaie pas encore de faire de la gymnastique avant et de faire des trucs. Donc je pense que 80% du temps, c'est ça qu'il faudrait viser. Peut-être qu'à un moment donné, on peut faire le schéma classique où vous dites, OK, je vais faire un peu de force, un petit WOD et encore un truc. Parce que les gens insistent très fort là-dedans aussi. Mais donc, c'est important de les éduquer dans le fait de se focaliser sur un point central.
Et par rapport à ça, justement, quand cet objectif est clair pour le coach et pour les membres, je pense qu'on peut donner un suivi un peu plus qualitatif et être plus derrière les gens, parce qu'on n'a pas 5 objectifs différents en une heure, quoi. Donc c'est nouveau, il faut ça optimiser cette heure-là avec quelque chose de clair et net et concis, quoi. Ok. Donc, Qui veut rebondir? Ouais. Moi, pour revenir sur ce que vient de dire Richard, ce qui est très très intéressant, c'est à chaque fois de revenir sur la référence, c'est crossfit.com. Donc comme l'a bien dit Richard, si vous allez voir sur crossfit.com, les séances qu'il y a depuis, ça doit faire 2008, donc si vous regardez tous les jours le WOD du jour, c'est pas je fais 15 minutes de recherche de max, puis je vais travailler sur ce mouvement pendant un Metcon, c'est non, une séance ça peut très bien être 30 minutes de travail sur handstand walk. Et ça, si le coach réussit à bien vendre ça aux membres, il n'y a pas de problème, tout le monde va avancer dans le bon sens. Donc Richard, je rejoins tout à fait ce que tu dis, maintenant l'erreur c'est la gestion du volume qui prend le pas sur la gestion de l'intensité. Et le crossfit c'est l'exact inverse, c'est l'intensité qui doit primer. Et le volume, c'est un second plan. Facundo? Sur le sujet d'intensité, c'est clair que moi, je suis d'accord avec vous, mais souvent, pour travailler l'intensité, on doit travailler des choses à côté des cellules parallèles qui, dans les salles, sont difficiles à traiter. Moi, pour le séminaire qu'on donne de Aerobic Capacity, on fait vraiment une réflexion très importante sur la récupération et l'effet de la récupération. Alors, c'est très difficile pour un cours de venir et dire aux gens, écoutez, aujourd'hui, on va faire des rameurs pour récupérer. Parce que les gens, clairement, vont transpirer et c'est ça un complice une fois qu'ils ont fait, oh voilà, j'ai fait un one RM ou j'ai vraiment amélioré mon terme de frein. Mais comme Richard dit, éduquer les gens vraiment pour dire, écoutez, aujourd'hui, les buts, c'est pas d'aller très très vite parce que c'est un workout de 20 minutes. Alors, est-ce que vous croyez que vous allez tenir de la même façon les premières minutes que les minutes 15e ou 16e éduquer les gens et vraiment expliquer, c'est ça que je manque dans les coachs souvent, vraiment une explication très précise, mais intelligente aussi pour les gens qui sont initiés, mais aussi pour les gens qui sont plus avancés dans les cours. Parce que comme Mathieu dit, souvent il y a des gens assez avancés dans un cours, mais il faut leur donner quelque chose à penser. Ok, dans ces workouts-ci, les buts principaux, c'est celle-là. Et ça, je vois souvent que les gens disent, ok, on commence, le workout c'est celle-là, et ça dans les tableaux, je fais vous et on commence. Non, il manque une explication éducative pour les athlètes, je trouve, souvent. Ok, merci. Peut-être Arnaud, Victor, et en particulier sur l'idée d'éducation. Pour l'éducation, peut-être là je laisserai la parole à Victor pour ce qui est niveau plutôt mécanique et santé. Moi je parle plutôt du niveau d'une salle. En fait, ce qui est pas toujours évident, c'est qu'on sait qu'on aimerait bien faire ce genre de Metcon et essayer de structurer son cours comme ça. Mais comme l'a bien soulevé Richard, il y a des fois une demande des gens qui sont assez insistants pour ça. Ils aiment bien, comme disait Facundo aussi, sentir qu'ils transpirent, ce genre de choses. Ça c'est une part qui est un peu difficile à gérer, donc là c'est l'éducation comme on l'a dit, mais c'est quelque chose qui je pense avec le temps se fait. Il faut rester rigoureux avec ça et essayer de bien transmettre le message et bien vendre, comme dit Mathieu, ce qu'on fait. Et après il y a l'autre aspect qui est l'aspect que malheureusement ou heureusement on ne sait pas tous donner en fait nos cours nous-mêmes, et donc on a aussi un certain panel de coachs qui donnent cours pour nous. Et donc des fois on a tous en fait des coachs qui ont un travail à côté, et du coup ils sont peut-être là pour 1 heure ou 2 heures, et du coup c'est pas évident de leur donner un cours complet avec seulement quelques mouvements ou seulement une toute petite part de construite en fait, et à eux de construire le reste. Donc je pense qu'on aimerait bien tous pouvoir donner une petite part et que le coach construise son cours à côté. Malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de salles, et nous on a eu le cas, on a des discussions ici en interne où on devait en fait nous-mêmes enrichir le cours en fait et donner un petit peu plus avant, un petit peu plus après. Pour que en fait, le coach soit plus à l'aise dans son cours, parce que le coach n'a pas toujours le temps de préparer sa session à 100%. Et donc du coup, il faut qu'on trouve ce juste milieu entre arriver à garder les bases qu'on veut mettre en avant, arriver à garder une équipe de coach qui sache en fait donner son cours sans être pris au dépourvu, et en même temps il y a des athlètes qui restent motivés et qui restent contents et qui sentent avoir un suivi, sentent avoir transpiré, quoi. Je crois que c'est ça en fait le gros problème qu'il y a pour le moment des salles CrossFit, et je pense que c'est pour ça qu'on se retrouve avec certaines salles qui ont une programmation qui est très chargée, pour en fait les coachs arrivent, ils lisent le tableau concrètement, ils donnent cours aux gens, les gens se sentent transpirer et ils ont terminé. Et je pense que c'est ça en fait ce qui se passe. Et donc en comprenant le problème, je pense qu'on peut plus facilement pointer, essayer du coup d'accompagner les coachs éventuellement. Je crois que c'est ça qu'il faut faire, passer par l'éducation et des athlètes, mais et des coachs, je pense. Donc il y a les deux à faire. Je crois d'un point de vue, je sais pas, des athlètes ou quoi, des coachs, mais en tout cas nous ici on l'a remarqué, quoi. Pour rebondir là-dessus, je pense que c'est aussi, donc, que ce soit au niveau d'une salle ou d'une programmation, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui, tiens, je préfère aller à telle salle ou je préfère tel programme. Ça dépend surtout des valeurs, les valeurs et cultures qui sont mises en avant dans chaque salle et dans chaque programme. Donc c'est pour ça que je comprends tout à fait. Il y a des salles où les gens, enfin, je sais pas, c'est une culture plus force, haltérophilie ou quoi, et ça plaît à certaines personnes, tant mieux. D'autres préfèrent quelque chose de plus purement crossfit, les bases, les racines du crossfit.
Et donc ça doit s'inculquer à partir du gérant ou du head coach vers les coachs, quoi. Donc ça, c'est quelque chose je pense, qui fait la différence dans beaucoup de cas, hein. C'est pour ça que c'est dur de dire, tiens, tel programme est meilleur que tel autre programme. Tel programme répond mieux à la demande de telle personne, peut-être. C'est juste ça, hein. Donc il faut nuancer ça beaucoup, je pense. Ouais. Ok. Et Victor, un des rôles de Human Mechanics, il me semble, c'est précisément aussi d'éduquer les coachs et les athlètes sur ces points importants. Peut-être que tu peux expliquer un peu. Oui, donc notamment via Human Mechanics, on passe par une sensibilisation. Voilà, on parle d'éducation. Moi, je pense que c'est une sensibilisation à dire pour chaque athlète, à chacun à son niveau, de pouvoir voir quelle est l'importance du CrossFit et comment le placer dedans. Voilà, il y en a qui voient ça comme un défouloir. On vient, on transpire, mais je pense qu'il y a un aspect santé derrière qui peut être très intéressant et ça nécessite aller en programmation. Ils connaissent très bien le principe de macrocycle, de pouvoir faire certains types de phases, certains cycles sur lesquels on travaille avec des objectifs, des phases on, des phases off. C'est la même chose, c'est de pouvoir dire est-ce que c'est important pour moi maintenant de travailler tel point ou est-ce que l'objectif de la séance est tout à fait autre. Et là, le rôle des salles et le rôle des programmations a toute son importance et je pense que transmettre le message qui est parfait. Donc nous, avec Human Mechanics, on essaye plus de travailler sur un second plan qui va être de donner des aspects spécifiques quant à la gestion de certaines techniques ou la gestion de l'effort. Par exemple, on a un séminaire avec Mathieu qui est vraiment génial là-dessus sur tiens, quand je fais mon effort, comment est-ce que je peux le faire, quand je suis à l'entraînement, en fonction de l'objectif ou quand je suis en compétition. Et on essaie d'apporter un peu notre point de vue qui est plus sur l'aspect santé. Ouais. Ça me fait une bonne transition parce que l'idée c'était de parler un peu de santé. CrossFit évolue de plus en plus vers l'aspect santé avec CrossFit Health, etc. Peut-être que le CrossFit avait pris une orientation et puis il revient sur autre chose. Je sais pas, peut-être que Facundo, tu peux expliquer un peu, tu connais, tu es assez proche de HQ, les évolutions récentes de CrossFit et en particulier par rapport à la santé. Oui, c'est clair que Greg Glassman, coach Glassman, dans ces dernières années, il a eu une lutte très précise avec les sodas et la nutrition aux États-Unis. L'année dernière, il s'est revenu vers les CrossFit Games et il a trouvé des choses dont il n'était pas très content. Mais dont il ne trouve pas quelque chose de négatif sur ça, mais ce n'est pas quelque chose qui l'a intéressé comme représentation de la communauté de CrossFit. Il a fermé en fait. CrossFit HQ est fermé, médias et beaucoup de départements sont fermés. La plupart des gens qui ont resté dans leur staff, ils ont été déménagés vers CrossFit Health. Oui, il y a une vision assez précise de la santé, mais on n'a pas encore, moi comme programmeur, je ne sais pas encore c'est quoi les buts qu'il est en train de chercher avec le nouveau concept de CrossFit. Mais c'est clair que si on regarde maintenant, par exemple, les workouts des Open, les poids comparés aux années dernières, c'était beaucoup plus léger, il y avait beaucoup d'aérobic. Moi, je sais qu'il y avait beaucoup de controversies sur les poids des masters l'année dernière et les mouvements des masters plus 60 dans les games. On a dit, écoute, ça, c'est vraiment pas santé. Plus que ça, je ne vais pas dire, parce que je ne sais pas. Okay. Moi, je pense que c'est un sujet qui prête à débat et donc moi j'ai eu personnellement mes coups de gueule par rapport à ça parce que je trouve que c'est un sujet qui divise beaucoup parce que donc je me souviens moi en 2007 donc j'avais pas de salle de CrossFit en Belgique ou quoi que ce soit et donc moi ma base c'était CrossFit.com et je me souviens pendant je dirais jusque l'année passée peut-être tu allais sur CrossFit.com. C'était très varié, aussi bien quelque chose de super trash ou très difficile, ou à 5 km rameur ou course. Mais chaque jour, tu étais stimulé, excité d'aller sur le site pour voir qu'est-ce qui était posté. Tu avais une vidéo, une fois c'était une interview, je sais pas moi, d'un médecin, d'un bon athlète, avec des sujets intéressants. Et je pense que le shift qui s'est passé maintenant, donc quand on va sur CrossFit.com, donc moi c'est quelque chose, religieusement tous les jours, j'allais là-dessus parce que ça reste une source d'inspiration énorme. Et maintenant, avec les changements au niveau staff, etc., donc quand tu vas sur CrossFit.com, c'est plus, je trouve que c'est on centralise beaucoup d'articles scientifiques, très intéressants pour la plupart, mais il y a beaucoup de gens maintenant qui me disent, tiens, qu'est-ce qui se passe sur CrossFit.com maintenant, je vois plus d'athlètes, je vois plus de WOD, etc. Et je me rends compte que dans ma salle, beaucoup de gens dont je savais pas du tout qui regardaient le site, ils me disent, ouais, avant je pouvais me connecter, je voyais un workout fait par tel athlète ou tel master, et je vois que c'est donc des gens qui ne sont pas du tout à la recherche de faire des compétitions ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même vu l'influence que tout ce média avait sur le fait de montrer « Ah tiens, ça c'est ce qu'on arrive à faire dans ce sport, et vous aussi pouvez le faire, regardez, il y a des gens normaux, entre guillemets, qui le font aussi. » Du coup, les gens veulent faire du CrossFit, et donc je pense que c'est pas uniquement via la filière santé
et montrer que le troisième âge peut faire du sport aussi, qu'on va avoir le plus de gens pour faire du crossfit, quoi. Donc moi, c'est un truc qui me manque énormément et dont j'ai eu pas mal de plaintes aussi pour dire tiens, mais non, c'est quoi tu vois, c'est juste c'est un sport de retraité, mais c'est pas négatif, hein, mais donc j'ai tous les gens, je sais pas, entre 20 et 40 ans qui me disent merde, ça a changé, ça a trop changé, quoi. Donc, je vais faire un petit peu le candide, mais moi j'avoue que depuis le début du CrossFit, ça a toujours été la même démarche santé, hein. La seule chose qui a changé ces dernières années, c'est qu'on parle moins des gros. On met moins l'accent sur la compétition, chose qui n'a jamais été favorisée par Glassman. La compétition, ça l'a jamais intéressé. Les CrossFit Games, je pense pas me tromper, ça lui plaît pas trop. C'est correct. Donc, pour moi, le CrossFit santé a toujours été présent. C'est juste que maintenant, ils ont viré l'équipe média. Donc, ils mettent moins l'accent sur les trucs un peu fun et extrêmes qui, nous, en tant qu'athlètes, nous plaisent. Donc, perso, j'avoue que moi, j'aimais bien voir les vidéos des mecs qui... Puis ça rendait vachement bien, ça avait de la gueule avec la bonne musique. Mais au final, fondamentalement, si on va voir les séminaires, ils ne changent pas. Si on va voir les guides de gym, de level 1, level 2, ils ne changent pas. Donc moi, le CrossFit, dans son essence, n'a pas changé. C'est juste le battage qu'il y a autour médiatique qui a évolué. Quelqu'un veut réagir C'est sûr que nous aussi, on l'a ressenti au sein des salles même, parce que comme Richard a dit, nos adhérents en fait, venaient parce qu'ils avaient souvent, beaucoup de gens ont connu le CrossFit via des documentaires, entre autres sur Netflix ou autre, quoi. Et donc du coup, on le savait, quoi. Donc on est conscient que le fait d'avoir moins de battage médiatique et une moins belle façade quelque part, ou en tout cas moins mis en avant par des athlètes faisant des grosses performances, c'est certain qu'on perd une partie de visibilité pour monsieur et madame tout le monde et on perd cet attrait un peu pour certaines personnes. Mais je comprends aussi les deux côtés, quoi. Maintenant, je ne sais pas si Facundo a quelque chose à ajouter là-dessus. Non, je voulais dire, Mathilde est correct, c'était pas jamais l'intention de créer une compétition énorme, mais bon, c'était créé par contre. Et alors, pour les gens, cette année, il y a eu 40% moins d'inscriptions dans les européennes que l'année dernière. Ça veut dire une quantité financière assez importante que CrossFit a souffert. Mais il faut aussi avouer que c'était à travers les médias et les films qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus dans une box et disent je commence à le CrossFit. Maintenant, si on regarde les vidéos qui sont publiées par CrossFit.com, dans le YouTube channel de CrossFit, c'est la plupart des gens de troisième âge en train de faire des moments très très simples. C'est magnifique. Moi, j'aimerais bien d'être 60 ans et d'arriver à faire ça. Hein. Mais c'est un business quand même. C'est un business. Et la santé pour les gens de plus de 60, 70, 80, 90, c'est une partie. Et alors nous, comme propriétaires des box, bon, je suis propriétaire maintenant, mais nous, on a besoin de la publicité qu'on était promis par le système même. Et ça, c'est une partie un peu spécifique parce que, excuse-moi, on les ressent. On les ressent, oui. Okay. Parce que quand on parle de troisième âge, moi, ce que je trouve justement malheureux, c'est que donc même auparavant, on pouvait voir, vous voyez des gars qui vont aux Games, qui ont plus de 60 ans, qui font des choses super. Allez, c'est une inspiration constante quand on voit ça. On voit que quelqu'un qui a 65 ans sait faire un muscle-up. Tu vois, tu as la grand-mère de quelqu'un, le grand-père de quelqu'un qui dit mais moi, je pensais que je pouvais même pas faire de sport, et je vois qu'à mon âge, on sait faire encore ça. Et donc, je pense que c'est toujours important de voir qu'est-ce qui est possible au plus haut niveau. Mais à côté de ça, je me souviens à CrossFit.com montrer alors tiens, tel box aux États-Unis a un cours pour seniors, alors on voyait comment le cours se déroulait, etc. Et donc il y avait tout un contraste que je trouve est important à avoir. Et maintenant, si on met tout l'accent juste sur un extrême, je pense qu'on peut potentiellement perdre pas mal. Et donc on parle souvent tiens, compétition, tu vois, tout le monde n'est pas après la compétition, mais dans tous les sports qui existent, que ce soit, je sais pas moi, que ce soit le football ou le tennis ou quoi. Il y a des petits interclubs, il y a des petites compétitions internes à tous les niveaux. Et donc, c'est pour ça que moi, je pense que tu joues au tennis, tu es heureux de voir un match avec Federer et Nadal, par exemple. Tu vois, donc, c'est pas... Tu vas pas jouer à ce niveau-là, mais tu te dis, putain, ça, c'est le plus haut niveau, j'adore ça. Et puis, tu vas jouer au tennis et tu as une inspiration, quoi. Ça te motive ou ça te booste. Et je pense que ça serait dommage de mettre ça complètement de côté, quoi, parce que même dans les box, il y a un enthousiasme qui est un peu disparu déjà par rapport à l'Open. J'ai remarqué ça tout de suite cette année, quoi. Ok. Et au-delà de l'équilibre qu'il peut y avoir entre le côté CrossFit compétition et le côté CrossFit santé pour tous, etc., j'ai l'impression qu'il y a aussi, disons que le CrossFit intègre de plus en plus de choses, en tout cas dans ceux qui pratiquent et qui programment. Bon, la nutrition, évidemment, ça c'est dedans depuis le début, c'est la base, mais j'ai l'impression que dans les programmations, on parle de plus en plus de système nerveux, de récupération, de sommeil, d'utilisation du froid, d'utilisation de tout l'ensemble de la respiration à fond maintenant. Est-ce que vous avez senti ça aussi? Est-ce que vous intégrez ça dans vos programmations ou dans vos pratiques personnelles? Personnellement, c'est ça qui m'a toujours passionné en CrossFit.
c'est le fait que, au plus on se plonge dedans, au plus on se rend compte, tiens, il y a encore ceci, il y a encore cela, il y a encore telle petite nuance. Et donc, c'est ça de nouveau qui permet de faire la différence entre les programmes et les salles, selon la culture ou les convictions du coach. Et moi, personnellement, j'adore. Okay, mais donc, évidemment, il faut de nouveau faire un choix. Qu'est-ce qui est vraiment l'essentiel pour tout un chacun et savoir le mettre en œuvre de manière intelligente, quoi. Et c'est ça qui est très difficile parce qu'alors on voit système nerveux, on voit respiration, récupération ou je sais pas moi, au cycle de force. Et là, c'est là que je pense que l'expérience peut faire beaucoup de choses quand on sait comment allier chaque chose de manière optimale. Et c'est ça qui permettra de faire la différence à ce niveau-là, quoi. Mais je pense que c'est vraiment super bien et ça donne l'occasion à tout le monde. Regardez, le nombre de gens qui ont un programme ici, les workshops qui se font en plus, je pense que c'est justement c'est une porte ouverte à plein d'activités super intéressantes, quoi. Oui, c'est ça. Je rebondis sur ce que Richard vient de dire. Et donc, c'est vrai qu'on va chercher de plus en plus loin en essayant de pouvoir jouer sur les petits détails parce que c'est ça qui est intéressant. D'où, nous, avec Human Mechanics, pour parler de ça, on a une vision un peu santé et donc on a mis en place petit à petit des séminaires. J'avais parlé de gestion de l'effort, on a parlé d'anatomie biomécanique pour comprendre. Et ici, on prévoit un séminaire pour fin d'année qui est biohacking, qui est très simplement lié sur tout ce dont on va parler maintenant et qui est centré sur, tiens, quels sont les paramètres que le corps présente, sur lesquels je peux tester, où je peux voir une influence et que je peux ainsi corriger en fonction du jour le jour ou de ma progrès ou de comment je me sens. Et donc, orienter aussi les programmeurs ou les coachs pour dire tiens, aujourd'hui c'est peut-être pas le bon jour ou alors là voilà, ma progrès est efficace, mon entraînement est efficace. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle on va chercher de plus en plus loin, on revient sur un aspect santé. Je pense que l'erreur c'est le message qui peut être passé, qui va trop vers le troisième âge et on oublie qu'il y a un aspect santé à tout âge. Mais ici, avec ces petits paramètres nutrition, alimentation, hydratation, sommeil, je pense qu'on peut là-dessus avoir une influence ou en tout cas une écoute de son corps qui est beaucoup plus profonde que ce qu'on avait. Et on voit des gens, grâce au CrossFit, parce que c'est ça qui, moi je trouve qui est super motivant avec le CrossFit, des gens qui s'écoutent de nouveau là où ils avaient perdu une écoute de leur corps, parce que le CrossFit passe aussi par ok, je reprends conscience de mon corps, je reprends conscience de ma capacité de bouger, tiens, je suis capable de faire des choses tiens, je peux mettre en place des choses, et moi je trouve ça génial. Et donc autant dans cette poussée j'aime beaucoup le message qui est transmis aujourd'hui. De la même manière, ce qui est souvent intéressant, c'est de noter aussi que les gens mettent l'accent sur des détails alors qu'il y a des choses beaucoup plus importantes. Donc par exemple, tu parlais de la respiration, du froid. Au sein du scope, moi par exemple, c'est régulièrement, je viens faire intervenir des cycles liés à la méthode Wim Hof. Donc c'est de la respiration, soumission à des douches froides. Et moi j'ai remarqué à titre personnel que ça avait énormément d'effets, que ce soit au niveau du stress ou de la récupération. Et j'invite à chaque fois les membres de la programmation à le faire. Donc après qu'ils veuillent le faire ou pas, c'est pas un problème. Mais le but c'est de les éduquer. Et là encore, ce qu'il faut aussi, c'est les éduquer sur l'alimentation. Il y a quelque chose qui est encore vraiment beaucoup trop mis sur le côté. Les gens se focalisent beaucoup trop sur les suppléments, alors qu'il y a tellement plus à faire avec l'alimentation. Donc, je rebondis exactement. Moi, il y a une phrase qui m'a, dans mes lectures tardives le soir, il y a une phrase qui rebondit exactement à ce que tu as dit. Souvent, on axe d'abord le côté sport, puis après, on dit non, si jamais j'alimente mal la machine, ça va mal, donc c'est alimentation. Et puis on dit tiens, mais combien de temps je sais survivre sans manger? Quelques semaines. Combien de temps je sais survivre sans boire? Moins quelques semaines, sans dormir encore moins, et puis sans respirer quelques minutes. Et donc on se rend compte que finalement, travailler déjà sur les bases, une bonne qualité de respiration, puis une bonne qualité de récupération, Facundo on parlait tout à l'heure, par rapport à ça, et puis après on parle d'hydratation, tiens, c'est vrai, le corps est composé à 60% d'eau, et puis on passe, ça permet déjà d'avoir toutes les bases pour après avoir un entraînement qui soit efficace. Et donc d'aller sur du volume, et voilà, sans écouter finalement des professionnels qui ont eu l'occasion de pousser une étude plus approfondie là-dessus, ça peut être... C'est pour ça que c'est intéressant, c'est que le CrossFit, il est vraiment érigé des principes fondateurs très très simples et que c'est en fait de trouver les choses qui permettent d'avoir un rendement le plus global, le plus efficace, avec le moins d'efforts possible. Donc améliorer son sommeil, ça va avoir un impact sur tout, sur votre vie, sur votre entraînement. Améliorer votre alimentation, ce sera encore plus flagrant. Donc tout ce qui est source de stress, il faut éliminer. En fait, plutôt que de rajouter des pansements sur quelque chose, il vaut mieux essayer de comprendre ce qui ne va pas. Et c'est vraiment en ça qu'il faut vraiment penser les cours ou la programmation. Peut-être Facundo, en particulier sur le côté respiration. Oui, c'est un peu compliqué à dire. Moi je trouve très important vos discours. Mais si quelqu'un a 1 heure par jour s'entraîner,
Et en plus de ça, il doit faire des visites externes dans un hôpital ou n'importe quoi pour faire un traitement. Ça devient vraiment un lifestyle assez important. C'est pas plus 1 heure par jour que je dédie au CrossFit. Parce que je dois après consulter un nutritionniste, aller chez un médecin, aller chez un... Ouais, ça prend du temps. Parce que c'est pour ça que j'ai fait l'inflexion sur qu'est-ce que c'est ton but. Vous voulez faire de la compétition ou vous voulez faire de fitness dans les CrossFit? Alors moi j'ai beaucoup de gens qui me disent, mais moi j'ai 1 heure par jour de m'entraîner. J'ai une famille, je travaille. Il n'y a pas vraiment le temps de faire toutes ces démarches pour être en meilleure santé. Alors, souvent, il faut utiliser cette heure que je n'ai. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens financiers, non plus les moyens de temps, d'investir plus de temps sur ça. Sur la respiration, c'est assez compliqué parce que dans nos séminaires, il y a souvent des gens qui nous disent moi, j'ai envie de respirer que pour le nez parce que je lis dans un article, c'est important. Mais les gens ne savent pas bouger encore. Ils ne savent pas courir. C'est pas respirer de façon diaphragmatique ou rien. Alors, il faut, comme on l'a dit auparavant, commencer par les bases. Est-ce que vous allez bien bouger, vous savez bien mettre vos pieds par terre, et puis peut-être les différents types de respiration pour un workout, ça a un niveau plus avancé. Mais moi, je trouve souvent dans les séminaires, les gens qui disent non, j'ai essayé celle-là, mais je ne vais pas courir. Je dis mais tu n'arrives même pas à courir correctement. Il y a tellement d'informations qui deviennent accessibles, dont les gens souvent se trompent sur qu'est-ce que c'est plus important pour moi à faire. C'est pour ça que je pense que là, notre rôle, c'est de semer les bonnes graines. Hein. Donc, on donner des pistes, répéter ça. Parce que faut piocher pour que ça rentre. Hein. Mais donc, les gens ont peut-être 1 heure par jour. Mais je sais très bien, tout le monde, le matin, tu te lèves, tu vas prendre une douche. Ta douche peut être un peu plus froide que d'habitude. Tu peux avoir t'as le temps de faire quelque chose quand tu rentres du boulot, peut-être. Mais je sais qu'on a 1 heure dans le planning quand on a bossé ou quoi, ou sur le temps de midi. Mais il reste quand même tout le temps qu'on a en dehors. Et pour moi, que ce soit... c'est comme un principe qui me faisait rire, que j'ai trouvé très amusant par rapport à la lecture. Parce que je me suis rendu compte, par exemple, c'était il y a 2 ans, que sur toute l'année, j'avais peut-être lu un livre. Alors qu'avant, chaque mois, je lisais un livre, quoi, minimum. Et je me dis, c'est pas normal, il faut que je fasse du temps maintenant. Et donc, je me suis rendu compte, je ne sais plus qui j'écoutais à ce sujet-là, que si tu fais quelque chose d'aussi simple que de lire 10 pages par jour, tu vas lire potentiellement 12 livres par an. Tu vois, parce que quand tu dis chaque jour 10 pages, c'est quoi 10 pages? Je lis, c'est même pas 10 minutes, quoi. Tous les jours, tu lis 10 pages, tu vas arriver à tes 12 livres par an, quoi, tout simplement. Et donc, c'est pour ça que ce principe de juste faire un petit peu tous les jours, peu importe quel aspect ou quel contexte, je pense que sur une année, ça a un gros impact, que ce soit au niveau mobilité, au niveau respiration, au niveau endurance, au niveau force. Et je pense que c'est ça qui est important de se rendre compte, quoi. Et donc souvent, la limite qu'on se met de 1 heure ou quoi, on se les impose, mais il y a toujours moyen, quoi. Même si c'est que 15 minutes par jour, on sait les trouver, quoi. Je pense que c'est intéressant, et pour revenir sur ce que Facundo disait, je pense que l'idée, c'est juste de sensibiliser les gens à être attentifs. C'est clair que passer 1 heure tous les jours à travailler sa respiration, ou puis 1 heure à faire du crossfit, c'est clairement pas ce que je vise. Moi, je préfère quelqu'un qui va faire 5-10 minutes de yoga le matin en se réveillant avant de prendre sa douche, que quelqu'un qui va essayer de taper 3 fois 1 heure dans la semaine. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais allez, moi, je conscientisais les gens sur le fait de respirer par le nez ou par la bouche, simplement dans leur quotidien hors sport. Donc d'abord, maîtriser le geste technique, puis venir implémenter, mais juste de dire, tiens, est-ce que vous avez une tendance à, quand vous parlez ou quand vous mangez, à bien respirer, ou est-ce que vous allez respirer par la bouche? Donc ça, c'est juste être attentif. Ah, ben tiens, c'est bizarre. Ou est-ce que de temps en temps, j'ai une tendance à avoir un soupir? Mais ça, c'est déjà dire, ok, là, c'est pas censé être physiologique, et juste les informer de ça, après, c'est leur travail, et ceux qui vont chercher plus loin, mais c'est clair qu'il faut nuancer. Est-ce que c'est dans la pratique sportive? Je suis pas sûr. Il vaut mieux maîtriser le geste technique, et c'est pour ça, il y a les box, donc, moi, c'est plus dans l'aspect santé. Je reviens sur mon créneau, qui est plus ce sur quoi je suis peut-être plus spécialisé. Mais c'est de dire, tiens, dans mon quotidien, quand je me lève, quand je suis en train de manger, je peux être attentif à des petits paramètres pour ça. Mais c'est tout. Ça. Pour revenir à ce que disait Facundo, c'est clairement ce qu'il faut éviter, c'est essayer de rajouter des choses. Donc là, tu parlais de faire 1 heure d'entraînement par jour. C'est comment aller voir un médecin, comment aller voir un nutritionniste. Mais c'est simplement déjà identifier ce qui ne va pas chez nous. Donc moi, par exemple, ma routine du matin, c'est je me réveille, je me mets par terre, et je travaille ma respiration, donc par le nez, par la bouche, je fais des apnées, ça me prend 10 minutes, et après je prends ma douche et je fais 1 minute d'eau froide. Ça m'a pris 15 minutes au total, et je suis prêt pour la journée. Et honnêtement, ces 15 minutes, elles pouvaient être remplacées par 15 minutes de télévision, ou 15 minutes de je prends mon café et je regarde pas à la fenêtre les voitures passer. J'ai choisi de faire autre chose
que de rêvasser devant la fenêtre. Mais clairement, je comprends ta démarche. Tu es un compétiteur, toi. Et tu as eu accès déjà à des gens qui t'ont appris de ça. C'est pour ça que, comme il l'a bien dit, c'est l'éducation. Mais bon, tu as des buts, des cibles assez précis. Non, les gens qui payent un abonnement à une box peut-être disent non, écoute, moi avec 1 heure, moi je vais venir transpirer, sortir, être plus fit. Et Pardon? Ils veulent rien savoir en dehors de... Non, voilà, mais c'est aussi notre travail d'utiliser cette heure de la façon la plus idéale. Mais on revient, on a commencé en disant il faut éduquer les gens sur tellement de choses que dans 1 heure, c'est très compliqué à le faire. Déjà, le coût d'1 heure de cours de CrossFit, c'est, je sais pas, enfin, je sais que c'est commun, c'est la pratique la plus commune en CrossFit, mais ça, c'est nulle part. Hein. On peut très bien faire des séances d'une demi-heure ou de 2 heures. Donc ça n'existe pas. Mais par contre, si je me rappelle bien, j'ai fait CrossFit Kids et l'idée la plus importante de CrossFit Kids, c'est d'éduquer les enfants. Et il faut vraiment profiter des dernières minutes d'un cours pendant qu'ils font leur stretching, pendant qu'ils font leur retour au calme, pour les éduquer, pour les éveiller sur les choses les plus importantes de la vie quotidienne. Et eux-mêmes vont pouvoir éduquer les parents. Donc je parle de CrossFit Kids, mais l'idée vraiment, c'est qu'il faut à chaque fois profiter du moment où ils sont le plus open, on va dire, où le cerveau est le plus frais et surtout, ils vont moins vous répondre parce qu'ils sont claqués, pour leur donner les meilleurs conseils. Oui, mais je suis d'accord avec toi à 100%. C'est difficile, comme on a dit auparavant, de dire à un membre, venez, on va discuter 10 minutes au début, 15 minutes à la fin, et vraiment la partie de respiration, ça va rester dans 5 minutes ou 10 minutes. C'est très compliqué, oui. Mais je sais que c'est très important. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui paye un abonnement dit, bon, je vais dans 1 heure, vraiment me donner à fond, sortir, être et c'est bien. Mais bon, qui ne demandent que ça. Oui, voilà. C'est une balance très difficile pour vous, les propriétaires des coachs, de trouver comment est-ce que je perds mes clients contents qui ne partent pas dans une box où ils vont faire que des snatchs tous les jours. Ça, donc ce qu'on a essayé d'implémenter maintenant, enfin j'ai vu ça beaucoup avec mon père aussi, qui coach aussi, c'est que on commence à mettre plus d'importance aussi à vouloir faire un débriefing après l'effort du jour. En fait. Et donc ça c'est quelque chose, je pense que sur 5 minutes, elle peut avoir une grande valeur parce qu'alors on a présenté l'objectif du jour, qu'est-ce qu'on veut faire dans l'effort d'aujourd'hui, que ce soit un WOD ou un mouvement ou quoi. Les gens le font. Mais après, ils ont peut-être encore des questions, ou ils veulent encore un feedback ou quoi. Et donc, c'est important à ce moment-là de prendre. C'est vraiment 5 minutes, même si on est en train de s'étirer ou quoi, on peut parler, dire tiens, comment vous avez senti ça? Est-ce qu'on a atteint l'objectif qu'on voulait faire, etc. Et donc, c'est là, je pense qu'on peut justement mettre des petites graines de nouveau. On sème à ce moment-là. Et je pense que c'est sur l'heure, c'est ces 5 minutes qui ont une grosse valeur, peu importe le sujet du jour. Quoi. Ok. Arnaud, peut-être par rapport à ce qui est fait ici du coup à CrossFit Nivelles. Oui, ici du coup, en fait, dès le début, on avait prévu en fait entre les cours un certain battement et du coup, on profite de ce battement-là pour en fait voir un peu les athlètes après comment ils sentent et du coup peut-être revenir et débriefer sur le cours qu'on a eu. Là-bas, c'était plus communautaire, mais c'est vrai qu'avec le temps, on se rend compte que il y a souvent, évidemment, ils parlent du cours qui vient de se passer, et donc on a cet aspect de pouvoir éduquer aussi un petit peu les gens à ce moment-là, quoi. Bon, ça c'est un aspect. Ici on a coupé l'eau chaude ici, donc ils ont d'office des douches froides. Mais non, je rigole. Mais c'est aussi un truc on peut pas discuter comme dit Facundo. Ça sert à rien de faire ce genre de démarche non plus pour tout le monde parce qu'on a une partie, clairement une bonne partie même des gens ici qui viennent, et ça Richard en a aussi, c'est des gens qui viennent juste pour s'entraîner, quoi. Les gars ils veulent venir, ils viennent s'entraîner, mais je pense que voilà, une éducation petit à petit leur permettre de s'informer, leur donner quelques pistes, et s'ils sont intéressés, ils reviennent vers toi et ils disent ok, voilà, moi j'aimerais bien, tiens, parle-moi un peu de la respiration, parle-moi un petit peu ce genre de choses de biomécanique, et les aiguiller. Voilà, il y a des séminaires qui se font, il y a un peu toutes sortes, en fait il y a pas mal d'outils, et je crois que les éduquer, ça c'est un de nos rôles en plus à faire. Je suis conscient que c'est pas simple pour tout le monde, mais je crois que l'éducation, de nouveau, on en revient à chaque fois, hein, c'est un peu ça l'idée, quoi. J'aime bien cette idée d'éducation dans le CrossFit et notre rôle en tant que coach par rapport à ça. J'aime bien l'idée aussi dans la discussion ici. J'ai l'impression que on part souvent sur l'idée que quand on est jeune, c'est plutôt de la compétition et quand on est vieux, c'est plutôt l'aspect santé. Et puis dans la discussion ici, on voit que c'est important aussi quand on est jeune d'avoir l'aspect santé, même dans un rôle, dans un but de compétition, l'aspect santé est super important. Et inversement, de voir que les plus vieux, au-delà de l'aspect santé, la compétition peut être intéressant aussi pour eux. Et ça peut être une source de motivation, etc. J'aime bien ça. J'ai envie de vous demander, parce qu'on avance déjà bien là dans le timing, un peu comment vous imaginez les prochaines années de CrossFit, que ce soit par rapport à vos programmations, ou par rapport à ce qui se fait dans les salles, ou par rapport à HQ. C'est une question plus compliquée, évidemment. J'avoue que Facundo ne pourra pas me contredire, on ne sait pas ce qui se passe passer dans la tête de Glassman dans les prochains mois. Donc,
Après, fondamentalement, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que le corps humain ne change pas. Donc, ma programmation, elle fonctionne toujours par des cycles. J'ai toujours des objectifs dans l'année. Donc, elle ne va pas changer globalement. Je vais peut-être faire évoluer certaines choses, mais très clairement, si on doit suivre l'idée du CrossFit pour l'instant, j'avoue que j'ai pas encore de grandes idées sur ce que veut faire Glassman. Moi, je pense qu'il faut pas. J'ai décidé maintenant, que je vais pas faire trop attention à ce que Glassman veut faire ou à ce que CrossFit décide de faire, parce qu'on en a bien vu qu'ils font ce qu'ils veulent en fait. Ok. Et donc, je pense que là, j'essaie juste je marche toujours par rapport à le feedback que j'ai des membres ou des athlètes, voir un peu quels sont les besoins, parce que durant l'année, ça change évidemment. Donc moi, j'ai des objectifs pendant l'année de tiens, là maintenant, on va plus se focaliser là-dessus. Mais donc, je pense que c'est surtout être à l'écoute des membres actuels ou des nouveaux membres qu'on a aussi. Et donc, c'est instaurer une bonne culture à ce niveau-là. Mais je pense qu'il est intéressant aussi maintenant, c'est qu'il y a de plus en plus d'études qui sortent ou des sujets très intéressants sur lesquels on se penche plus et qui sont vraiment en lien direct avec le CrossFit. Et je pense que selon chaque avancée scientifique qu'il y a, ça nous permet à nous de creuser encore un peu plus loin dans l'un ou l'autre raisonnement. Et donc je pense que c'est plus... on doit réussir à devenir un peu plus autonome ou indépendant à ce niveau-là, quoi. Et donc, parce que j'ai un peu peur maintenant de compter uniquement, de me concentrer, dire tiens, ouais, Glassman a dit ça, ok, je suis... tu vois, donc c'est ça qui est un peu important. Moi, je pense que l'évolution qui va se faire au niveau des salles, vu qu'on ne sait pas trop ce qui va se faire au niveau HQ, mais je pense qu'au niveau des salles, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une espèce de conscientisation. Et je pense que certaines salles vont être un peu plus éduquées et vont, comme dit Richard, devenir un peu plus autonomes et un peu s'instruire et essayer de prendre cette espèce de pas, quoi. Et on peut peut-être avoir d'autres salles qui, elles, vont peut-être choisir un autre chemin, quoi. Mais j'ai l'impression que le CrossFit, petit à petit, va commencer à s'éduquer, justement, et à se différencier un peu des autres sports par rapport à cette espèce d'envie d'éducation. Je crois que c'est un des seuls sports où il y a autant d'articles, quand on Richard les autres, justement, ce CrossFit, il y a énormément de publications qui sont faites au niveau scientifique. Et donc, je crois qu'il y a cette espèce d'envie d'avoir de plus en plus de compétences. Et Victor a la bonne preuve ici. On a beaucoup de gens qui gravitent à côté du CrossFit d'un point de vue compétences scientifiques. Et je pense que c'est plutôt vers ce genre de direction que vont prendre certaines salles, de manière isolée, peu importe en fait ce que tu préconises. Moi, j'aime bien les changements en fait de cette année pour les Open et pour les Games. Moi, je trouve que donner la possibilité à chaque pays d'envoyer un athlète, c'est magnifique. On a ici Nicolas Bardax qui est raté par 3 points d'y aller aux Games. Moi, je trouve que dans quelques années, j'en suis sûr que les podiums des CrossFit Games, ça va être plus américain. Mais j'étais en Chine jusqu'à hier à Shanghai. Moi, je trouve qu'il y a tellement d'athlètes magnifiques avec beaucoup de potentiel qui vont aller aux Games. Clairement, ils ne vont pas gagner cette année, peut-être l'année prochaine. Mais ils vont être là. S'ils sont intelligents, ils vont dire ah, là, Fraser, il fait ça. Moi, c'est intéressant. Il revient chez eux. Il met en place un protocole qui lui convient. En Chine, par exemple, il y a un background d'haltérophilie très important. C'est pas difficile de sortir et trouver un coach de haut niveau haltérophile ou en gymnastique. Alors voilà, moi je ne sais pas pourquoi un Chinois ne peut pas aller aux Games l'année prochaine et puis revenir, mais décider en place et dans 3 ans être les plus jeunes champions. Je trouve magnifique que chaque pays a la possibilité d'envoyer quelqu'un, ouais. Aussi quand on voit, une chose que j'ai vraiment retenue par rapport à les diverses interviews de Glassman, c'est qu'il a expliqué qu'il voulait arriver à 150 000 affiliés. Box de CrossFit dans le monde. Et donc, quand je vois qu'on est à 18 000 ou peut-être 20 000 maintenant, je sais pas, c'est quand même une croissance assez énorme. Et c'est pour ça que moi je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça doit faire à quelqu'un qui maintenant fait du CrossFit depuis 1 an, je sais pas quoi, il a passé son level 1, il veut ouvrir une salle. On est dans une situation quand même où être une nouvelle salle qui ouvre, si tu n'as pas beaucoup d'expérience encore, parce que je me souviens avant, il y a des gens qui ouvraient une salle et c'était l'expérience qui démarre à ce moment-là, mais sans qu'il y ait beaucoup d'autres salles, beaucoup de compétitions. Et donc c'est là où nous, avec l'expérience qu'on a, on a quand même une vision différente dans ce domaine, et donc on sait peut-être se démarquer un peu mieux. Mais donc quelqu'un qui est nouveau, donc je pense aux 100 000 salles qui vont ouvrir, ça peut être super bien parce que ça augmente un peu la publicité pour le CrossFit. Mais je pense que ça va créer sûrement des grosses différences, que ce soit niveau qualité de service ou mentalité dans les salles. Et c'est pour ça que je suis toujours heureux quand j'ai quelqu'un qui vient faire un essai chez moi, qui a déjà fait un essai dans 2 autres salles de CrossFit, parfois catastrophiques, et qui se dit quand même, bon allez, je vais quand même essayer encore, je vais essayer ailleurs ou quoi. Et c'est ce que je dis toujours à tout le monde, les gars, quand ils font un essai chez moi, essayez ici, essayez là-bas, essayez un peu partout, pour justement voir un peu les différences qui existent, quoi, parce qu'il y a vraiment, d'une salle à l'autre, ça peut, comme j'ai dit, c'est des cultures, des mentalités différentes. Et donc c'est ça que je suis curieux de voir avec le temps, d'ici 2-3 ans,
qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir 1000 box en Belgique ou je sais pas, et quel va être un peu le thème ou les relations qu'il y aura par rapport à ça, quoi. Donc c'est ça, je suis curieux de voir en fait. Je sais pas vraiment m'avancer là-dessus, mais je pense que ça va créer des fossés ou des choses très positives. Je sais pas, ça faut voir. Et ça me fait une super transition sur la question suivante qui était vous avez tous de l'expérience et du succès dans ce que vous avez fait, que ce soit en tant qu'athlète, que coach, que gérant de salle, que programmateur, etc. Et je me demandais, on a probablement des gens qui nous regardent, qui justement se lancent dans le CrossFit, qui sont des nouveaux coachs maintenant, qui ont plein d'idées. Dans le CrossFit, il y a plein de gens qui ont des idées, ça foisonne, etc. Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller pour arriver à avoir un parcours comme ça dans le CrossFit, que ce soit en tant que coach, que gérant, pour en gros avoir du succès, quoi? C'est compliqué aussi comme question, hein. Mais bon. Non, mais je pense que c'est comme dans toute autre activité, hein. Donc il y a des gens qui font des stages, il y a des gens qui passent du temps en entreprise, et donc je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant au CrossFit aussi, hein. Il y a des gens qui ont soif de connaissances et qui veulent apprendre, qui veulent s'investir, pour après peut-être faire leurs choses sur le côté après. Donc ça doit être clair dès le début, mais je pense que ce que moi je ferais, c'est comme ce que j'ai fait au départ quand j'avais pas de salle, c'est que j'ai voyagé, j'ai essayé de faire un maximum de choses pour pouvoir avoir une vue externe dans différentes cultures, différents pays, et de là faire un peu mon expérience et construire ma conviction. Mais je pense que le principal serait déjà de passer du temps avec quelqu'un de plus expérimenté ou de meilleur que soi-même, pas avoir peur de poser des questions, parce que des fois on serait surpris, hein. On se dit ouais non, là si je vais à cette salle, je crois qu'on va me snobber, on va me nier, peut-être évidemment, mais il faut prendre la chance de le faire, quoi. Donc j'hésiterai pas à consulter les gens un peu plus expérimentés là-dedans, quoi. Oui, je pense que je rejoins. Il y a ce côté prendre de l'information, il y en a. Et je pense que c'est clairement le message que je veux transmettre aussi, qui est d'aller chercher de la qualité, finalement, parce que c'est ça qui va faire que on va pouvoir après obtenir la confiance des gens et que les gens vont dire bah, ok, je pense que là il y a quelque chose de cohérent derrière et ça me plaît et on accroche. Après il y a toujours il y a un aspect social qui est dedans, mais je pense que si jamais chacun ici a pu je vais dire tirer son épingle du jeu, c'est d'abord parce que dans leur individualité, il y avait de la qualité, il y a des choses qui ont pu être mises en place et donc après construire quelque chose de solide autour de ces fondations elles-mêmes solides, quoi. Quels que soient les intervenants qu'on est aujourd'hui, on est tous compétents dans un domaine, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait tourner des business. Et donc, il faut s'y connaître en gestion de société. Il faut avoir une bonne implantation géographique. Il faut savoir retenir les gens. Donc, les faire venir, c'est la pub. Les retenir, c'est notre compétence. Et donc, il faut faire parler de nous. Donc, pour être honnête, si on veut avoir une bonne programmation, il faut avoir des bons réseaux sociaux. Si on veut avoir une bonne société, enfin une box de CrossFit qui tourne, il faut être bien implanté et avoir un bon bouche à oreille. Donc, honnêtement, on peut être très très bon. Si personne ne nous connaît, ça ne sert pas grand-chose. Et pour l'instant, on est tous très très bons. On commence à être connus. Même si le CrossFit c'est encore un sport très minoritaire, il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas grand monde qui connaît ça en dehors de la communauté CrossFit, mais clairement il faut apprendre à faire parler de soi et à bien gérer son business. Fangdo ? Ils ont tout dit en fait. Ils ont tout dit, oui. Pour les gens qui vont faire la compétition, moi comme Mathieu dit, il y a pas mal de très bons coachs. Essayez de faire une belle recherche avant de donner votre confiance total en fait, parce que ça c'est le problème sur un coach, et puis écoutez votre corps en fait, c'est très important aussi, hein, parce que souvent les coachs poussent les gens sur des niveaux de seuils qui sont un peu dangereux. Voilà. Moi, je parle plus d'un point de vue business, vraiment, parce que comme Mathieu le dit, on gère des business au final, hein, peu importe ce qu'on fait comme structure. Je crois qu'il faut, comme dit un peu Richard, il faut savoir être curieux et savoir se donner en fait à plein d'outils, en fait, s'entourer avec le maximum d'outils, quoi. Je pense qu'il n'y a pas un bon dans vos outils, chaque outil va un peu dépendre du business, mais il faut savoir tirer le meilleur outil de ce qu'on peut utiliser, quoi. Et donc avoir cette espèce de recul, de se dire à un moment, ok, j'ai peut-être pas les bons outils ou j'ai peut-être pas les meilleurs outils, pouvoir constamment aller chercher peut-être autre chose. Ça peut être la communication pour ici une programmation, ça peut être aller revoir sa communication en interne pour sa communauté, ça peut être revoir sa technicité par rapport à sa programmation. Ici, d'un point de vue CrossFit, ça peut être ou business, ça peut être revoir sa façon de gérer ses finances, ou gérer bêtement
ces process en interne, quoi. Et donc je pense qu'à chaque fois, il faut pouvoir prendre du recul à ce qu'on fait et dire ok, peut-être que ce que je fais, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je pense que, enfin moi personnellement, c'est ce qui m'a permis en fait de chaque fois me remettre un peu en question et accepter en fait chaque critique et pouvoir être curieux et se dire ok, peut-être que ce que je fais, c'est pas le mieux. Il y a des cycles, hein, que ce soit même pour le business, des cycles en fait. Il y a des cycles, il y a ok, ça va pas. Écoute, là on arrive à un moment, c'est un peu le sommet, ça va pas très bien. Il faut que je revoie ma façon de fonctionner, quoi. Et donc pouvoir se remettre en question, être constamment curieux et de pouvoir effectivement de dire ok, j'ai peut-être pas le meilleur outil. Et surtout se connaître soi-même et savoir que ok, moi je suis bon là-dedans. Comme dit Mathieu, on a chacun des compétences, l'autre on n'a pas. Et donc savoir dire ok, moi je suis bon là-dedans, ça je le fais. Et de savoir que ça tu es peut-être un petit peu moins bon et ça va s'entourer des bonnes personnes et être, comme dit Facundo, super attentif aux gens qu'on choisit parce que c'est l'extension en fait de vous-même. Ici, surtout dans le CrossFit, on est vraiment les coachs. Là, pour prendre le cas présent d'une salle CrossFit, les coachs c'est votre extension, quoi. Donc il faut être super attentif à ça. Et voilà, en tant que gérant, je pense qu'il faut savoir être modulable, quoi, polyvalent, essayer de tout le temps continuer sur votre question et avancer, quoi. En tout cas, pour moi, ça a fonctionné. Super, tu voulais rajouter quelque chose déjà? Moi, je voulais juste rajouter que il faut pas avoir peur de s'intéresser à ce qu'il y a en dehors de nos salles de CrossFit. Notamment, donc moi, ça fait quand même depuis que j'ai ouvert Power Factory, j'ai toujours été impliqué dans la préparation physique pour d'autres sports. Et donc ceci, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. J'ai beaucoup pu apprendre par rapport à ça aussi. Mais donc il faut essayer de voir un peu quels sont, quand on voit les grands noms en CrossFit, qu'est-ce qu'ils ont pu faire en dehors du cross. Je pense à Jason Kalipa qui a un succès énorme et qui s'est beaucoup développé au niveau corporate, avec toutes les salles qu'il a pu faire dans le monde en société. Et donc je pense que au plus on creuse, au plus on se rend compte, ah tiens, tu vois, les sociétés en Belgique, est-ce qu'il y en a beaucoup qui font du sport sur place? Quasi aucune. Est-ce qu'il y a des opportunités de ce côté-là? Tu vois, est-ce que telle équipe de football, équipe de hockey, équipe de un club de tennis, est-ce qu'ils font la moindre préparation physique? Ils essayent. Est-ce qu'ils auraient peut-être besoin d'un peu d'aide par rapport à ça? Je vois des gars, mon père il est actif en golf depuis plus de 30 ans et donc je vois que maintenant même dans des clubs de golf, je vois des gens de tous les âges qui commencent à faire un peu de warm-up, un peu de mobilité et donc on utilise, grâce au CrossFit, on est super bien formé, que pour que ce soit mobilité, force, endurance, ce qui s'ensuit. Est-ce que je peux justement prendre deux aspects qui vont être pertinents pour tel sport? Donc je vois des gens qui sont un peu raides et d'un certain âge. Je veux pas qu'ils fassent un frane, mais je veux juste que au niveau des épaules, au niveau des hanches, on se sente un petit peu mieux. Et donc tu as tellement d'outils que tu peux les appliquer vraiment de manière optimale pour l'un ou l'autre sport, l'un ou l'autre groupe démographique. Et je pense qu'il faut essayer des fois d'aller en dehors de sa salle pour voir ce qui est possible. Je sais qu'au niveau universitaire aussi, tu as pu faire pas mal de trucs. Je me souviens quand j'étais il y a longtemps là, à Louvain-la-Neuve. Ouais, Yves Pat était là au bloquerie et c'était cool, quoi. Donc, et je pense que c'est des choses, il est toujours là d'ailleurs, et c'est ça qui est hyper intéressant, hyper enrichissant, quoi. Peut-être Arnaud, tu peux expliquer parce qu'il y a pas mal de choses au niveau de CrossFit Nivelles qui se font au niveau corporate, avec des clubs, etc. Ici nous on a eu justement cette démarche, ou en tout cas ce que Richard vient d'expliquer très justement, on y a pensé déjà il y a quelques temps, et donc on avait voulu avec Yves à l'époque essayer de mettre plutôt ça en avant, et donc on a un peu creusé, essayé de démarcher entre autres via les vidéos de Jason Kalipa qui fait ça excessivement bien. On avait essayé de nous-mêmes essayer d'implanter ça ici, et on sait pas encore quelque chose qui prend tant d'ampleur que chez eux, mais ça se développe, quoi. Donc c'est un truc qui marche. Nous ici on a maintenant bientôt on va arriver à la 10e entreprise qu'on entraîne, donc toutes les semaines on va chez eux, donc on va sur site, donc c'est sûr que c'est une autre population. C'est une autre façon de donner cours, ça c'est tout à fait différent. C'est une super chouette approche aussi. Et on a aussi des clubs de sport qui viennent ici en début de saison pour faire du renfort. On suit aussi des joueurs de tennis ici d'un assez haut niveau qui viennent chaque année faire leur préparation physique pendant quelques mois ici. Donc ouais, et on a ces cours en université qu'on donne encore maintenant, ça fait des années qu'on donne ça là-bas. Donc oui, c'est intéressant. C'est une pratique du CrossFit qui est en dehors de la salle et qui est adaptée à une autre population. C'est super intéressant aussi. Super. Et j'avais dit au début qu'on terminerait sur le Belgian Throwdown. Peut-être que soit Facundo, tu peux expliquer un peu puisque c'est Aerobic Capacity qui programme maintenant, qui fait la programmation, ou peut-être Jonathan qui peut nous rejoindre juste pour s'il veut. En fait, Jonathan m'a contacté il y a quelques mois en fait pour la programmation, et j'ai contacté des amis à moi, des gens qui travaillent, et ça va. Il y a 2 événements qui sont faits par Chris Hinshaw, Aerobic Capacity, et puis Rich Fronin, moi et Tesha Plexevex, on a programmé le reste de workouts. Alors c'est Mayhem Athlete qui a fait les restes de workouts. Je pense qu'on a trouvé une belle combinaison de mouvements qui vont tester les fitness, mais aussi les capacités stratégiques des athlètes. Super. Donc, une programmation top cette année au Belgian. J'espère que c'est comme ça, ouais. Ok, cool.
Merci à tous. Je pense qu'il est l'heure tout doucement. Là, on va nous enchaîner avec un WOD après. Tu voulais rajouter quelque chose, Famundo? Merci à vous. Ah, C'était donc, sympa d'être Merci à ici. toi aussi, bien sûr. Mathieu, Victor, Richard, Arnaud, merci à vous. Merci à Scott Dubus qui a fait qui s'est occupé de tout le côté technique, la diffusion, etc. Donc je pense, j'ai checké, vous étiez à un maximum 50 à un moment à suivre en direct, ce qui est vraiment bien. Il y aura une captation, donc c'est-à-dire que la vidéo sera en super bonne qualité après sur YouTube et sur la page aussi on relayera évidemment avec CrossFit Nivelles. Donc merci à tous, merci à ceux qui ont regardé et bonne continuation à tous dans le CrossFit. Merci. Merci.